Bon matin! Hey, bon matin François! Bon matin Marie! Hey, fac! On fait une fac! On fait une fac! Bonjour tout le monde et bienvenue à cette fac. Je vous présente mon très cher ami, le linguistologue, qui a très gentiment accepté de faire cette vidéo avec moi. Et je vous présente Gertrude, qui est notre moumoute microphonique qui nous accompagne aujourd'hui parce qu'on a décidé de faire ça dans un décor bucolique pour rendre ça plus agréable. Donc voilà, bienvenue! Donc Anne-Marie, tu as fait une sélection de 5 questions qui t'ont été posées sur ta page pour cette fac. Donc on va commencer avec la première, qui a été posée par Mathias Matt. Est-ce que tu penses que les rectifications de 1990 ont endommagé le français? Ben, c'est une grosse question, hein? OK, on va faire un test. Donc, je dis nénuphar. Est-ce que tu es capable de me dire, François, si j'ai mis un PH ou un F actuellement? Pas vraiment, non. Hein? Et si j'ai mis un F, j'ai endommagé le français. Oups. L'histoire d'endommager le français avec les rectifications orthographiques, c'est mal prendre le problème. C'est-à-dire que les rectifications orthographiques, le mot le dit, c'est orthographique. Ça n'a rien à voir avec la langue elle-même. Ce qu'il faut se dire, c'est que l'orthographe, c'est de la décoration, en fait. S'inquiéter de l'orthographe des mots, c'est comme un peu s'inquiéter de la couleur des murs quand on parle de l'architecture d'une maison. On pourrait décider de remplacer tous les S par des bonhommes sourires, et si tout le monde est d'accord, ben ça marcherait. L'orthographe, c'est un consensus social pour dire on va décider d'écrire les mots de cette manière-là pour qu'on puisse se comprendre. Et là, ben, dernièrement, on a décidé d'uniformiser un peu, de rendre les choses un peu plus logiques. Oui. Et c'est à peu près tout. Mais en quoi le changement de code, parce que c'est un code, en quoi le changement de code peut endommager toute une langue? C'est pas vraiment possible d'endommager la langue avec juste le code pour rendre l'oral, parce qu'essentiellement, c'est ça, à ça que l'écrit sert, c'est à rendre l'oral. Oui, donc, exactement. Donc, non, je ne crois pas que les rectifications orthographiques aient endommagé le français. Je pense que ce qui endommage le français, c'est rien. On va y aller maintenant avec la question de Serge-Michel Karamazov, qui nous dit « Question courte mais compliquée. Comment concilier le fait d'enseigner un français normatif tout en étant conscient de l'existence de variantes linguistiques? Je tente à chaque cours, mais je trouve ça assez chaud à concilier. » C'est pas évident hein, de faire ça. Oui, puis ça m'est arrivé très, très souvent, moi aussi, parce que quand j'enseigne la grammaire normative, c'est toujours un problème. J'ai l'impression d'être en dissonance cognitive parfois, parce qu'on veut reconnaître la variation linguistique et on est pris pour enseigner une espèce de français fermé. On est pris pour enseigner quelque chose qui est dans un livre, alors que nous, on veut faire prendre conscience qu'il y a plus large que ce qui est dans le livre. En fait, ce qu'il faut faire comprendre aux élèves, aux étudiants, c'est l'existence des registres de langue. Ce qu'il faut dire, par exemple, c'est, moi, c'est ce que je conseille de faire. En fait, pas ce qu'il faut dire, mais c'est ce que je conseille de faire. C'est de dire, voici ce que, dans le contexte du cours, on conseille d'utiliser. C'est-à-dire que dans le contexte du cours, on enseigne le registre soigné. C'est-à-dire c'est un registre de langue qui est valorisé socialement et pour lequel on a comme une plus-value sociale. Ce registre-là donne des avantages sociaux dans certaines situations. Cependant, ça ne veut pas dire que les formes qui n'appartiennent pas à ce registre-là sont nécessairement mauvaises. Donc, si on dit, par exemple, on corrige un élève pour lui dire qu'un mot qu'il a utilisé n'appartient pas au registre soigné, au lieu de lui dire que ce mot-là, c'est pas le bon mot, que ce mot-là, c'est un mauvais mot, que c'est pas du français, ça n'existe pas, ou qui n'existe pas,
Ce qui, à mon avis, est complètement stérile comme attitude parce que ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de dénigrer la langue quotidienne des élèves et ce que ça fait, ça, c'est une porte ouverte à l'insécurité linguistique. Au lieu de faire ça, ce qu'on dit, c'est que le mot que tu viens d'employer, il est pertinent dans un contexte familier, il est pertinent dans ta vie de tous les jours, mais dans le contexte du cours, je te conseille de ne pas l'utiliser. Et moi, mon travail, c'est de t'enseigner un autre registre qui est valorisé socialement. C'est comme, en fait, c'est comme un jeu. C'est comme, voici les règles du jeu et moi, dans le cours, je dois veiller à ce que tu obéisses à ces règles-là. Point. Il y a peut-être d'autres règles qui existent, un peu comme, mettons, quand on peut faire le parallèle entre les règles du hockey aux Jeux olympiques puis les règles du hockey à la Ligue nationale, c'est pas tout à fait les mêmes règles. Le football américain, le football canadien, c'est pas tout à fait les mêmes règles, mais il y a des contextes qui sont différents, c'est pas les mêmes situations, mais ça veut pas dire qu'il y a des choses qui sont meilleures que d'autres. Et une fois qu'on réussit à faire comprendre ça, bien, ça permet à l'élève de mesurer la pertinence de cet enseignement-là au lieu de lui faire croire que ce qu'il fait dans sa vie quotidienne, ce dont il est témoin dans sa vie quotidienne, ce que les gens de son entourage disent, c'est mauvais. Donc, on va y aller avec une troisième question qui nous vient de Picotti Picota qui nous dit « Bonne idée cette fac. Pour ma part, je me suis toujours demandé à quel moment a-t-on cessé de valoriser socialement le roulement du R au Québec. Quand j'écoute des reportages des années 50-60, presque tout le monde le fait, y compris les plus jeunes. Aujourd'hui, très peu de gens le font encore et ils sont souvent l'objet de moqueries. » Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la norme du R apical, parce qu'on appelle ça le R apical en linguistique, c'est pas vraiment une norme du Québec, c'était une norme de la variété de Montréal. Et comme la majorité des reportages venaient de Montréal, bien, on a l'impression que c'était comme ça qu'ils parlaient dans les années 50-60, mais c'était surtout dans la région de Montréal qu'on parlait comme ça. En fait, c'est très, très, très marqué à cette époque-là. Les gens de la région de Montréal roulaient leur R, alors que dans la région de Québec, on ne roulait pas les R. Ce R apical-là, c'est aussi le R ecclésiastique, donc les gens de l'Église catholique, avec le bout de la langue. J'ai l'impression de forcer plus de la face que de la bouche. Donc, ce R-là, c'est le R latin. D'ailleurs, le français, c'est la seule langue romane qui ne prend pas le R latin. L'italien, le portugais, l'espagnol, le catalan, toutes ces langues-là prennent le R apical. Et la raison pour laquelle il est disparu, bon, il n'est pas complètement disparu, mais il a perdu beaucoup de vitesse au Québec, c'est la pression sociale, les moyens de communication qui se sont développés, c'est-à-dire que la norme a fait en sorte que ce R-là ne soit plus valorisé socialement à cause de la norme parisienne, à cause de la norme ailleurs au Québec. Et donc, ça s'est fait à peu près dans les années 80, fin 80, début 90, où vraiment les gens ont cessé de rouler leur R. D'ailleurs, en sociolinguistique, on a quelque chose de très, très intéressant. C'est un corpus linguistique qui s'appelle le corpus Sankoff-Sedergren. Et ce qui est intéressant avec ce corpus-là, c'est que dans les années 70, il y a des chercheurs qui ont enregistré, en fait, les gens se sont eux-mêmes enregistrés et c'est un groupe de personnes qui se sont enregistrées dans leur vie quotidienne et les chercheurs ont retrouvé ces personnes-là, certaines de ces personnes-là, dans les années 80 et les mêmes personnes aussi dans les années 90. Donc, on a une évolution de 70 à 80 à 90 et on voit l'évolution du R apical qui change de 70 à 90. Il y a des personnes qui roulaient leur R dans les années 70 qui ne le roulent plus dans les années 90. Donc, c'est à peu près dans cette période-là que ça a évolué. Donc, c'est carrément une évolution linguistique. C'est très, très intéressant parce que c'est un changement qui est tangible, en fait, et dont on s'aperçoit. Et ça démontre que la langue n'est pas statique. Ça s'est fait assez rapidement. Très rapidement. Et c'est l'évolution des communications qui permet ça, parce qu'on est en contact avec plus de variations et on est en contact avec plus de manières de parler différentes. Donc, l'évolution des moyens de communication fait en sorte qu'il y a une uniformisation de la langue qui se fait. C'est comme ça partout, c'est comme ça tout le temps. Donc, on va y aller avec une dernière question qui nous vient de Jackie Perry et qui nous dit « Mais que répondre à « Mais le québécois, c'est pas du français. Les Québécois parlent pas français. » Sorti de la bouche d'un Français. OK. Donc, objectivement, on pourrait très bien dire que les Québécois ne parlent pas français, que les Québécois parlent le québécois. On pourrait décider que la langue qu'on parle au Québec, c'est autre chose que du français. Parce que
Il n'y a pas d'argument linguistique qui distingue deux langues. Quand on essaie de trouver des arguments, des critères pour distinguer deux langues, on a toujours des contre-exemples. Par exemple, l'intercompréhension, le fait de dire que le fait que deux personnes qui parlent deux langues différentes ne se comprennent pas, ben ça marche pas. Parce qu'on a plusieurs langues reconnues comme étant des langues qui se comprennent. Par exemple, l'occitan et le catalan sont reconnus comme étant des langues et sur le plan de la structure et sur le plan de l'intercompréhension, c'est presque pareil. Le galicien et le portugais, même chose. Le bas-allemand et le néerlandais, c'est comme deux langues, mais c'est presque pareil. Le danois, le norvégien et le suédois, c'est trois langues qui sont presque identiques et les gens se comprennent. Donc, sur le plan de l'intercompréhension, ça marche pas. Donc, le fait qu'il y ait des Français qui ne comprennent pas des Québécois, ça marche pas non plus. Et, à contrario, on peut avoir deux dialectes de la même langue, donc deux manières de parler qui sont reconnues comme étant des dialectes d'une même langue, qui ne se comprennent pas. Par exemple, le dialecte des Pouilles et le dialecte de Gênes en Italie, qui sont tous les deux des dialectes de l'italien, bien, ces gens-là ne se comprennent pas mutuellement parce que c'est des dialectes qui sont trop éloignés, mais c'est reconnu comme étant des dialectes de l'italien. Donc, tout ça pour démontrer que l'intercompréhension, c'est pas du tout un critère pour dire si deux communautés parlent la même langue ou ne parlent deux langues différentes. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, la définition d'une langue, c'est avant tout une définition sociale et politique, des fois géographique également. Et au Québec, on se définit comme étant des francophones depuis notre existence. Donc, notre identité est francophone. Alors, je vois mal qu'on puisse se dire qu'on ne parle pas français, que notre langue n'est pas du français, alors que notre identité est basée sur le fait qu'on parle français. On s'est défendu contre l'anglais en disant qu'on parlait français, en se disant qu'on était des francophones. Donc, c'est pas demain la veille que tous les Québécois décident sur le plan identitaire qu'ils ne parlent pas français, ils parlent québécois. Et pour revenir à la question, lorsque certains Français disent que les Québécois ne parlent pas français, bien ça, c'est un commentaire un peu discriminatoire parce que le français est une langue qui n'accepte pas beaucoup la variation et le français québécois, c'est une variation d'une langue qui n'accepte pas la variation. Donc, les Français qui disent qu'on ne parle pas français, est-ce que c'est parce qu'ils ne nous comprennent pas? Est-ce que c'est parce qu'ils ne font pas d'efforts pour nous comprendre? L'intercompréhension, c'est pas toujours un bon critère, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il peut arriver que un docteur en philosophie parle avec un mécanicien et que le docteur en philosophie ne comprenne pas le mécanicien. Hein, on s'attendait à ce que je dise le contraire, hein? Oui. Mais non, ça arrive des fois. Donc, c'est une question de code, c'est une question de vocabulaire et on ne dira pas qu'ils ne parlent pas la même langue. On va seulement dire qu'ils ne se comprennent pas. Donc, ça arrive qu'on ne comprenne pas les gens. On ne comprend pas tout le temps, toutes les fois qu'on parle avec des gens, ça arrive qu'on ne se comprenne pas. Des fois, il faut faire des efforts. Des fois, il faut demander des clarifications, etc., etc. Donc, fait que même au sein d'une même langue puis de ce qui est considéré comme une même langue, des fois... Ben oui, tout à fait. Il y a des variétés de langues. Par exemple, l'anglais reconnaît tout à fait les variétés de langues. Il y a l'anglais britannique, il y a l'anglais australien, il y a l'anglais américain, il y a l'anglais canadien. Il y a toutes sortes d'anglais. L'espagnol, la même chose. Il y a l'espagnol d'Espagne, l'espagnol du Mexique, l'espagnol du Chili, l'espagnol du Pérou. Donc, il y a beaucoup de variétés de langues. C'est comme ça dans toutes les langues. Donc, le fait de dire que sous prétexte que nous, notre français est différent du français qu'on parle en France, ça fait que c'est pas du français. Ben, c'est de la merde. Fait que c'est tout pour cette première fac. On pourrait très bien récidiver éventuellement. Ça me fera plaisir de revenir récidiver avec toi. D'accord, donc on n'a pas pu répondre à toutes les questions, sinon le vidéo, j'ai bien dit le vidéo, oui. On est au Québec, sinon le vidéo aurait duré 4 heures et finalement, ben, vous seriez tanné avant la fin. Donc, un jour, bientôt, plus tard, éventuellement, nous allons republier une demande de questions et il nous fera plaisir de répondre à ces questions. Alors, à plus! Ciao! Il faut s'abonner, hein?
On va y aller maintenant avec la question de Picotti Picota, qui premièrement trouve que c'était une